Il y a des nouvelles comme ça qui sont très discrètes, qui se font très discrètes, beaucoup plus que d'autres, et à croire que ce sont des sujets qui ne plaisent pas trop, hein. Pour le coup, moi j'ai été au courant de cette nouvelle, mais vraiment il fallait être aux aguets, hein. L'article n'est pas resté très longtemps en première page du journal. C'était quelques jours après que ça ait commencé. Et on va en discuter parce que c'est important. C'est important pour beaucoup de gens qui ont des préjugés, notamment sur cette catégorie de la population. Et aussi pour débattre aussi de tout ça et comprendre un peu la problématique qu'il y a derrière tout ça. Donc hop, on y va. Sans papier en grève de la faim, nous vivons comme des rats dans la ville. C'est un grand réfectoire de l'ULB. Et je le connais bien parce que j'y suis moi-même allé et j'ai mangé dans ce réfectoire à l'époque où j'étudiais. Il est fait sombre, des dizaines de matelas sont alignés sur le sol, ils sont numérotés et encadrés par des valises et des sacs. Pour la parenthèse, l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles, une des plus grandes universités du pays, et donc qui est l'université du libre examen, enfin bon bref, voilà. Des jeunes hommes pianotent sur leur téléphone ou discutent, certains dorment, somnolent. Des draps séparent le coin femme du reste. Un petit tableau noir décompte les jours de grève. Ce jeudi, cela fait 19 jours que la centaine de sans-papiers a débuté une grève de la faim pour revendiquer une régularisation dans un premier temps, des critères clairs et permanents pour celle-ci dans un second temps. Donc, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a vraiment... Donc, vous voyez, ça fait 19 jours, et on s'en préoccupe seulement après 19 jours. Euh, des personnes qui sont proches du milieu m'ont dit qu'apparemment, il y a carrément des sans-papiers qui ont dû être hospitalisés à cause de cette grève. Et on en parle, voilà, là, cet article est sorti hier. Et on n'en parle que seulement maintenant, donc c'est un peu intriguant, c'est un peu interpellant. Et notamment le ministre déjà hein, de l'immigration qui est CDNV, donc parti catholique de droite, eh bien a donné comme argument, mais on ne peut pas donner des papiers aux personnes qui font juste des grèves de la faim, parce que sinon on donne des papiers à tout le monde. Et en fait, vous allez voir pourquoi, mais au fond, pourquoi pas? Pourquoi pas donner des papiers à tout le monde? D'autres bâtiments sont occupés. La VUB, qui est la Vrije Universiteit van Brussel, qui est donc l'ULB mais en néerlandais, et l'église du Béguinage. Après plusieurs mois d'actions, de manifestations et de rencontres, ces sans-papiers disent ne pas avoir d'autre choix que cette grève de la faim. Le coronavirus a frappé durement les secteurs dans lesquels ils travaillent et ils se sont retrouvés sans moyens, sans filet, sans protection. Qui sont-ils? Quel est leur parcours? Parmi les quelques 400 grévistes, 3 d'entre eux ont accepté de se raconter. Hassan, 53 ans, en Belgique depuis 11 ans. Il faut s'enfoncer dans le réfectoire de l'ULB sur le campus de la Plaine pour retrouver Hassan, 53 ans, casquette vissée sur la tête, il a les yeux rivés sur son smartphone. Nous ne cherchons pas la charité, mais des papiers. D'emblée, il donne le ton. Nous ne cherchons pas la charité, nous sommes des travailleurs. Ce que nous voulons, ce sont des papiers. Hassan a quitté son pays d'origine, le Maroc, début des années 2000. 7 ans en Espagne, un détour par l'Allemagne, il vit en Belgique depuis bientôt 11 ans. Ou plutôt, il vivote en travaillant 2 ou 3 jours au marché des abattoirs pour payer mon logement, des vêtements. Il partage sa chambre avec d'autres personnes, 150 € par mois parce que la rue, ce n'est pas possible. Le manque de perspective, c'est ce qui l'a poussé à quitter son pays. J'ai étudié 6 ans à l'université en sociologie, sourit-il. J'ai cherché du travail, mais en vain. La bureaucratie du Maroc. Je n'avais jamais pensé à partir à l'étranger, puis j'ai rencontré trop de difficultés. Ma situation restait à zéro, je suis parti. La mort, ce sera mieux. En Belgique, Hassan n'a jamais introduit de dossier pour être régularisé. Il faut payer une redevance de plus de 300 €. Et par ailleurs, je n'ai pas d'adresse. Je ne peux pas me domicilier où j'habite. Je peux juste y dormir. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des marchands de sommeil, des gens qui, comme ça, hébergent des sans-papiers pour des... Voilà, où ils leur font payer beaucoup trop cher pour l'endroit dans lequel ils vivent, puisqu'ils doivent partager et que souvent ils ont par exemple une pièce pour 3, 4, 5 personnes. Enfin, c'est assez terrible. Et évidemment, ce n'est pas légal. Il existe un dossier avec un avocat, mais j'ai un problème d'adresse. Lors de notre rencontre, ce jeudi 10 juin, Hassan ne s'est plus alimenté depuis 19 jours. Il boit de l'eau avec un peu de sucre, du thé. Je suis allé à l'hôpital Saint-Michel il y a 5 jours, mon cœur s'est emballé.
Cela dit, je me sens bien en comparaison avec certains. Qu'est-ce que va faire le gouvernement avec toutes ces personnes? J'aimerais dire une chose. Certaines personnes vont rester ici jusqu'à mourir. Parce que la mort, c'est mieux. Il y a du travail ici pourtant. Mais où sont les papiers? Nous sommes comme des esclaves. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que moi je connais quelques indépendants, enfin je veux dire j'ai des retours de quelques indépendants, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que justement ils n'arrivent pas à trouver de la main d'œuvre, et puis la main d'œuvre ce sont parfois des jeunes qui prennent un travail parce que c'est juste ils ont besoin de bouffer, donc ils travaillent mal, que ce sont ou alors juste des gens au chômage qui viennent pour pointer, pour garder leur chômage, etc. Et ce qu'on peut comprendre aussi, hein, je veux dire, faut pas croire, hein, mais au chômage, c'est la première chose qu'ils te disent. C'est, voilà, les gens ne font pas ça juste pour le plaisir, hein. C'est parce qu'au chômage, on te dit, qu'importe la qualité du travail que tu vas chercher, tout ce qui est important, c'est que tu nous ramènes des cachets qui montrent que tu cherches du travail. Voilà, c'est tout. Donc voilà, moi, je me souviens, j'ai été postulé à des trucs pour lesquels c'était des postes de direction, par exemple. Ça n'avait aucun sens, je n'avais aucune compétence, hein. Mais comme ça, le chômage, il te dit, c'est bien, t'as essayé, c'est bien, tu cherches du travail. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait, on a un problème de main-d'œuvre aussi, parce que bah, on a des sociétés aussi qui sont de plus en plus automatisées, qui aussi on a de plus en plus envie quand même d'aller vers des métiers qui nous font plaisir et qui ont un sens, hein. On sort petit à petit de cette industrialisation pour moi, hein, de cette période industrielle, pour passer une période, on va dire, où on est plus dans des emplois, où on fait attention à sa santé, aussi à la manière de travailler, où on cherche plus des travails sans aucun sens. Mais évidemment, des personnes qui bah, n'ont pas le choix et ont émigré pour une raison ou pour une autre, mais ces personnes-là sont évidemment 10 fois plus motivées que, je veux dire, nous, enfants de Belgique, qui juste avons l'impression finalement que c'est nous qui devons remplir les trous parce que ça gêne d'avoir des gens qui cherchent juste un travail en fait et qui viennent ici et que ça, pour lesquels voilà, ça leur ferait plaisir, je suppose, d'avoir un travail qu'ils préfèrent, mais c'est pas leur but principal. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que moi, on me l'a dit souvent, il y a, voilà, pour moi par exemple, avoir un travail qui me convient, c'est vraiment important pour moi. Pour moi, le travail fait partie de la vie. Et pour moi, avoir un travail qui a du sens, et pas juste un travail pour travailler, c'est important pour moi. Mais tout le monde ne pense pas comme ça. Et c'est important de savoir que les personnes qui immigrent souvent, ce sont pas des personnes qui vont se dire oh ben putain, moi l'important c'est d'être cadre en Belgique dans la plus haute tour, au plus haut sommet en fait. Souvent, le but, c'est surtout voilà, d'avoir des perspectives d'avenir, que ce soit pour leurs enfants, de pouvoir construire quelque chose, mais pas forcément autour du travail. Et donc, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on manque de main-d'œuvre, par exemple, dans le bâtiment, dans les infirmières, etc. Et on veut pas des étrangers. Alors là, surtout pas des gens qui veulent travailler, surtout pas. Alors que pourtant, ces gens, s'ils ont un travail, c'est tout bénef. Parce que si vous pensez qu'après, ils vont profiter du chômage et des allocations, je peux vous dire que pour avoir, voilà, et ça vraiment d'expérience, hein, moi, je suis en Belgique, et en sachant le parcours du combattant que c'est d'avoir droit à toutes ces allocations, etc., hein, mais sans déconner, mais personne, hein, enfin, si, les seuls qui arrivent, c'est les gens qui travaillent au noir, en plus d'avoir le chômage. Mais je veux dire, à part ça, il n'y a pas moyen de juste toucher le chômage et de se tourner les pouces, hein. C'est très difficile, donc voilà. Alors après, il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais moi je connais un tel qui a fait ça, moi je connais l'ami d'un ami qui… » Voilà, moi c'est des trucs qui toujours me perturbent, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai toujours dit « Mais et comment il fait ton ami ?» Parce que bon, ben voilà, moi je suis dans la sauce, pourtant je suis les lois de Belgique, mais je suis dans la sauce, donc… Comment il fait? Ah, je ne sais pas. Et voilà, on m'a toujours dit ça. Donc il y a toujours, visiblement, il y a des gens qui trichent différemment, qui réussissent à avoir 10 000 euros de dotation par mois. Mais voilà, personne ne sait comment ils font. Donc je commence plus, enfin, d'expérience, je dirais que vraiment c'est une impression que c'est plutôt une légende en fait. Et avec les chiffres que j'ai vus en plus, qui mettent de plus en plus en avant, c'est que vu le pourcentage de personnes qui font des fraudes aux allocations,
est vraiment minime, et c'est plutôt même l'inverse qui est là. Et moi, j'ai notamment subi l'inverse, où finalement j'avais droit à des allocations supplémentaires lorsque j'étais au chômage, et on m'a jamais dit que j'y avais droit. On ne me l'a jamais dit chez aucun des services qui m'ont pris en charge. Et je trouve ça extrêmement grave, en vrai, parce qu'un État est au service du citoyen, que malgré tout, j'ai déjà travaillé à différents endroits, que donc, en partie, j'ai aussi financé finalement cet État, et que je ne comprends pas pourquoi, finalement, que ce soit même moi, ou que ce soit, je veux dire, pour le coup, mes parents, par exemple, qui, ont eu la chance de ne jamais tomber au chômage. Donc pendant des années, ils ont cotisé, et au final, on a l'impression qu'il y a cette espèce de cotisation que l'on fait. Et mes parents étaient un petit peu, même eux-mêmes, dégoûtés en fait de voir que, certes, eux, ils en ont jamais eu besoin, mais moi, j'en ai eu besoin et j'y ai pas eu droit, alors que eux ont cotisé tant d'années et qu'ils en ont jamais eu besoin et que je ne sers même pas pour leur fils. Et ils se disaient, mais alors du coup, ça sert à qui alors? Parce qu'en plus, on essaie vraiment d'être le plus droit et le plus juste dans nos vies. C'est quelque chose qu'on estime d'important. Pour mes parents, par exemple, voilà, enfin, tout ce qui est imposition, etc., on en voit vraiment un sens, quoi. On n'est pas du genre à essayer de frauder, et on trouve, enfin, le problème, c'est que l'État pousse, en fait, à la fraude. Il y a vraiment cette impression à pousser vraiment les gens à trouver des astuces pour, finalement, gratter le maximum d'argent, parce que sinon, t'es dans la sauce, en fait. Donc bref, je trouve ce genre de témoignage vraiment intéressant. Kiran, 37 ans, en Belgique depuis 16 ans. L'histoire belge de Kiran commence en 2005, quand il fuit son pays, le Népal. Rien n'a fonctionné. Je devais fuir mon pays en raison de problèmes politiques lors de la révolution maoïste. J'ai demandé l'asile. En attendant, j'ai commencé à vivre en Belgique, à me former, à travailler. Après 3 ans, on m'a répondu que je n'avais pas assez de preuves officielles du danger que j'encourais au Népal. J'ai alors essayé avec l'article 9 bis pour une demande de séjour humanitaire. Puis avec un permis de travail, mais rien n'a fonctionné. En 2009, Kiran a été expulsé, mais je suis revenu aidé par des amis belges. Il dit avoir redemandé pour la seconde fois l'asile en Belgique, puis ensuite avoir suivi une formation au Brussels Business Institute pour travailler dans l'ORECA. Je suis vraiment devenu professionnel, en salle comme en cuisine. Malheureusement, je ne peux pas le montrer. On voudrait juste une vie digne. En 16 ans, Kiran a rencontré son épouse sans papier, elle aussi. Je dis épouse, mais légalement, on n'a pas pu formaliser notre relation. Leur petite fille de 5 ans est à l'école en néerlandais. Elle ne parle même pas ma langue, elle l'apprendra quand elle le voudra. Je lui parle très peu de ma culture, ma religion, je veux qu'elle s'intègre ici. Avec 3 amis népalais, tous en Belgique depuis une dizaine d'années, Kiran a donc décidé de participer à cette grève de la faim. On voudrait juste une vie digne. J'ai 37 ans, j'aime cette société, ces gens, mais je n'ai pas d'existence légale. Dans cette ville, nous vivons comme des rats. Dans cette ville moderne, c'est une vie très rude que nous vivons. Kiran explique encore qu'il est fatigué d'avoir peur et de sans cesse quémander de l'aide à ses amis. Je n'ai pas de compte en banque, alors pour payer les factures, l'école, je dois demander à des amis. Ils sont d'accord de m'aider. 1 fois, 2 fois, mais ça va durer toute la vie. C'est impossible d'épauler quelqu'un pendant 16 ans. Il conclut qu'il a encore la force de se battre parce qu'il poursuit le rêve de vivre ici dignement. Et d'ailleurs, ce qu'il dit est très intéressant parce qu'il parle de sa fille notamment. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des parents qui sont issus de l'immigration. Mais je trouve que, entre guillemets, on en voit partout. Et je trouve que c'est tellement cool. C'est tellement bien. Enfin, et en fait, je comprends même pas où est le problème. On voit ça, je trouve qu'on nous présente ça comme des gens, effectivement, qui sont invasifs, qui viennent ici pour voler le travail. Mais, enfin, sincèrement, hein, ok, imaginons même qu'ils viennent ici pour profiter des allocations. Une fois qu'ils ont des enfants qui sont nés ici, les enfants, ils vont venir ici, travailler ici, être dans des conditions aussi difficiles que les autres Belges, et au final, enfin, ça change rien. Et en ayant étudié aussi, du coup, l'histoire, un petit peu, ce qui était hyper intéressant, c'est que pour toutes les immigrations de masse qu'on a provoquées nous-mêmes, on arrivait toujours à « Ah non, mais ils viennent ici pour voler du travail, pour profiter sur des préjugés comme ça ». Et je trouve ça extrêmement triste qu'en 2021, alors qu'en plus on a justement, voilà, c'est un truc qui moi toujours me met sur les fesses, de voir que je peux communiquer avec vous, avoir des discussions aussi intéressantes, hein, avec des gens aussi différents sur internet, en uploadant vite fait ma vidéo, avec des gens parfois qui sont à l'autre bout du monde, mais qu'on n'est toujours pas capable
de comprendre finalement que cette histoire de papier devrait peut-être être simplifiée. Peut-être qu'à partir du moment où quelqu'un a un travail, juste en fait, a des perspectives de travail dans le pays, eh ben on devrait lui donner des papiers, même provisoires, vous voyez. Enfin, je sais pas, il faudrait trouver un système différent, quoi. Et là, c'est d'une tristesse de voir qu'on est toujours dans ce modèle hyper répressif pour des métiers en plus que 90% des gens ne veulent même plus faire. Ça me tue, quoi, parce que voilà, on veut plus les faire, ils sont extrêmement durs, ces métiers. Qui a envie d'aller nettoyer des maisons toute la journée? Qui a envie d'aller, j'en sais rien, moi, mais... Enfin, il y a plein de métiers extrêmement durs et enfin moi je voyais, j'ai été tourné notamment dans la construction et je vois c'est des gens quand même, putain, ils se donnent quoi. Et ils en cherchent en plus tout le temps des gens dans la construction. Bon bref. Karima, 45 ans en Belgique depuis 10 ans. À quelques pas de l'occupation de l'ULB, une soixantaine de sans-papiers s'est installée dans un local de la VUB. La majorité est d'origine marocaine, on compte aussi un Afghan, 5 Pakistanais et un Indien. Au fond du local, le coin femme. Une maman donne à manger à son petit garçon, la télévision diffuse un dessin animé sans que personne ne le regarde vraiment. Pour travailler de manière honnête. Karima accepte de nous parler. Elle vit ici avec 7 autres femmes depuis plus de 3 mois. Elle est en grève de la faim depuis 19 jours. Ses tresses sont tirées par la fatigue. On est ici pour que les choses bougent, pour régler notre situation, explique-t-elle. Moi je suis ici depuis 10 ans, j'ai tenté la régularisation avec l'article 9 bis, mais cela a été refusé. J'ai introduit un recours au Conseil du contentieux des étrangers, refus encore. J'ai pourtant donné toutes les preuves que l'on me demandait. On a besoin d'une carte pour que chacun puisse travailler de manière légale et honnête. Quand on travaille au noir, les patrons en profitent. Par exemple, je travaille dans la restauration en cuisine. On me paye une vingtaine d'euros pour 5-6 heures. C'est juste pour dépanner ma vie, souffle Karima, qui dit avoir un diplôme de comptable. Au Maroc, elle travaillait dans l'import-export. Notre vie est ici. Depuis le début de la grève de la faim, la journée s'écoule lentement. On boit juste de l'eau avec un peu de sucre, du thé, du café. On a des vertiges, l'estomac est vide, mais on n'a pas le choix. Après plus de 10 ans, parfois moins, parfois plus, notre vie est ici. Et on se rend pas compte, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler, parce que ce que vivent ces sans-papiers, honnêtement, hein, alors je dirais pas que, voilà, dire qu'on vit la même chose au chômage, je dirais pas jusque là, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de la difficulté que c'est les administrations. Et je pense que là, avec, parce que même encore aujourd'hui, j'ai encore eu une discussion sur le Covid avec une administration, enfin bon bref, c'est terrible. Les administrations, c'est terrible. C'est terrible et plus en fait, plus t'as besoin d'aide et plus tu te rends compte à quel point c'est terrible. Moi, j'ai travaillé pour 800 euros par mois pour une soi-disant formation du chômage, financée en partie par le chômage, et en fait, c'est là où tu te rends compte de tout le côté malsain du chômage. C'est qu'on te propose une formation où tu es payé pour faire un temps plein 800 euros par mois, 600 par l'organisme de chômage et 200 par l'employeur. Alors, est-ce que ça veut dire que l'employeur, forcément, c'est un connard? Eh ben, pas du tout. En fait, tu te rends bien vite compte. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un employeur super sympa, mais... Justement, c'était un employeur qui avait des soucis pour payer son loyer déjà, etc. Donc, en fait, il prenait que des gens à former parce qu'il n'avait pas d'autre choix. C'était dans l'ORECA. Et du coup, en fait, le problème, il est là. C'est qu'en fait, ces entreprises, pour se sortir de la merde, prennent des employés non qualifiés. Mais du coup, qu'ils doivent eux-mêmes former et qu'ils ne sont même pas sûrs de pouvoir donner un contrat plus tard parce qu'ils ne sont pas sûrs que la société tournera assez à ce moment-là. Donc en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est des entreprises qui sont dans la merde, qui prennent des personnes comme ça, issues du chômage, qui doivent payer beaucoup moins cher, mais dont ils doivent prendre quand même du temps pour les former, pour les rendre, pour les rendre compétentes. Et ça, en fait, pendant parfois très longtemps. Moi, ça avait duré 6 mois. 6 mois pour faire du service. Enfin, il y a un moment donné, genre, c'est bon, quoi. je pense que pour porter un plateau, comprendre, etc., il y a un moment donné quand même où ça vient, quoi. Et surtout, en fait, le vrai souci, c'est que en étant payé si peu cher, en fait, t'es toujours dépendant de quelque chose. T'es dépendant du chômage, t'es dépendant aussi... moi, je pouvais pas, par exemple, c'était trop peu que pour habiter seul, quoi. C'était pas possible.
Donc du coup, tu mets de côté, mais en plus, après ta formation, t'es pas forcément utile parce que l'Eureka, on prend parfois par-ci, par-là, des petites frappes, etc. Enfin, c'est très compliqué. Donc, c'était pour ça que j'avais envie de parler de tout ça, parce que, en fait, pour les sans-papiers, le truc où, voilà, typiquement le truc où on te demande de donner des papiers, et que tu donnes tout, et qu'on te dit malgré tout, ah ben non, c'est pas possible. Je l'ai eu tellement de fois pour des droits, pourtant pour lesquels c'était sûr que je les avais, mais tu fais face à, à un truc administratif incompréhensible, au point que même les gens travaillant dedans, eh ben, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et donc, je trouve que c'est hyper important de se pencher sur ce sujet parce que il faut pas rêver, en fait. Les choses que l'on rend plus dures pour les personnes les plus faibles, ça va forcément un jour revenir sur notre gueule, en fait. Et le Covid est la preuve vraiment. Hein. C'est quand j'ai vu tous les gens qui tombaient au chômage pendant la période Covid. La preuve ultime, hein, c'est qu'il y a des gens qui ont dû attendre 5 mois avant d'avoir leur chômage pour raisons économiques. Et pourquoi ils ont dû attendre 5 mois? Parce que ils ont paniqué, ils se sont retrouvés avec deux fois plus de chômeurs qu'habituellement, et les structures ne sont même pas adaptées déjà pour les chômeurs habituels. Donc imaginez tout à coup, vous êtes déjà saturé, vous avez des files de parfois de 2 jours pour atteindre ne fût-ce que votre syndicat ou votre bureau de chômage. Et à côté de ça, vous avez tout à coup le double de personnes qui arrivent. Enfin, c'était juste impossible. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez du mal à comprendre la situation des sans-papiers, etc., à vous informer là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être traité. Alors je ne dis pas non plus qu'il faut forcément donner des papiers à tout le monde, hein. Je pense que c'est un peu utopiste non plus de croire que tous les gens n'ont que des bonnes intentions, mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est trop dur, on est trop ferme, et surtout pour des raisons pas valables. C'est, voilà, ils ont beau donner toutes les justifications qu'ils ont besoin, c'est jamais suffisant. Donc bon, bref. N'hésitez pas à donner votre opinion évidemment en commentaire, hein, tant que c'est construit et poli, on l'accepte. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur cette chaîne, hein, à partager et liker la vidéo. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.